siècle ce lundi 17 décembre 2012. Quelles leçons faut-il tirer de cet événement 50 ans après, un événement politique majeur qui a sonné la rupture entre les deux têtes de l'exécutif d'alors, Léopold Sédar Senghor, président de la République, et Mamadou Dia, président du Conseil. Le Sénégal venait d'obtenir son indépendance 2 ans plus tôt. Pour beaucoup d'observateurs, témoins, analystes et historiens, cette crise de 62 a déjà marqué et marquera pendant longtemps encore la marche de notre pays si cette crise bien sûr, n'est pas tout simplement en grande partie une des causes de notre retard économique. Nous recevons sur ce plateau à ma droite Cheikh Hamidou Kane, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Juste à ma gauche Mbaye Jacques Diop, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. À l'extrême gauche Massène Niang, bonsoir. Et puis Babacar Justin Ndiaye à l'extrême droite, bonsoir. Bonsoir. Nous aurons aussi des interventions par téléphone. Avant les premières questions, je vous propose de regarder ce sujet de Chérif Dia qui nous rafraîchit la mémoire. Je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'il puisse y avoir vraiment un contentieux quelconque entre lui et moi. Je la regrette. Vous savez qu'il y a 17 ans que je suis lié à Mamadou Dia. C'est moi qui l'ai découvert. Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia. Le premier est né en 1906 à Joal, le second en 1910 à Khombole. Amis de longue date, ces deux figures de l'histoire politique du Sénégal ont également la particularité d'être artisans de l'indépendance obtenue en 1960. Après la proclamation de l'indépendance, le Sénégal opte pour le bicéphalisme. Senghor est élu président de la République par un collège électoral pour un mandat de 7 ans. Mamadou Dia, lui, est investi président du Conseil par l'Assemblée nationale. Mais petit à petit, la relation entre les deux hommes commence à s'effriter jusqu'à atteindre le Rubicon en 1962, plus précisément le 17 décembre. 3 jours auparavant, c'est-à-dire le 14 décembre, des députés sengoristes déposent une motion de censure contre le gouvernement de Dia. À travers cette motion de censure, les 39 députés signataires désavouent le gouvernement qui, à leurs yeux, ne respectait pas les prérogatives de l'Assemblée nationale. Le président de cette Assemblée nationale saisit le président Senghor. Mamadou Dia déploie l'armée qui encercle l'hémicycle. Des gendarmes et des gardes républicaines fidèles à Mamadou Dia ont procédé à l'arrestation de 4 députés. La motion de censure sera finalement votée au domicile de Lamine Gueye. L'armée est divisée. Le 18 décembre de la même année, le président du Conseil et 4 autres de ses compagnons sont arrêtés. Il s'agit de Valdiodio Ndiaye, Joseph Mbaye, Ibrahima Sarr et Alioune Tall. Mamadou Dia est accusé de tentative de coup d'État. Mis en accusation, il est jugé du 9 au 13 mai 1963 par la Haute Cour de justice qui le condamne à l'emprisonnement à perpétuité dans une enceinte fortifiée à Kédougou. On lui reproche, entre autres, d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État, mais aussi d'avoir procédé à des arrestations arbitraires et d'avoir requis la force publique pour s'opposer à l'exécution des lois et des dispositions. Parmi les avocats qui assuraient sa défense, l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Mais Mamadou Dia sera libéré 12 ans plus tard, en 1974, par une grâce présidentielle. Je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'il puisse y avoir vraiment un contentieux quelconque entre lui et moi. Alors, Cheikh Hamidou Kane, vous n'étiez pas là cette journée du 17 décembre 62, mais vous avez l'avantage d'être l'ami des deux protagonistes. On a vu ce document, Senghor et Mamadou Dia, tous les deux qui s'expriment. Est-ce qu'il y a eu regret après, des deux côtés? Tout à fait. Regret après, regret au moment des événements. Et vous avez raison, j'ai bien connu tous les deux hommes. Des liens d'amitié très forts nous unissaient, respectivement. Et comme disait Roland Collin dans son livre Sénégal, notre pirogue, il y avait une fraternité miraculeuse entre ces deux hommes qui se connaissaient depuis près de 17 ans et qui ont cheminé ensemble, fondant ensemble un parti politique
qui a appelé à la vie politique les citoyens sénégalais, les sujets sénégalais qui n'ont pas participé à la vie de la politique jusque-là et qui ensuite ont négocié l'indépendance et qui ensuite ont préparé, surtout Mamadou Dia, l'accession à l'indépendance. Et puis finalement, à cause de rivalités politiques, des groupes qui s'étaient agrégés autour de chacun des deux, cette amitié miraculeuse s'est trouvée compromise. Et j'ai été un témoin désolé, mais aux premières loges de cette situation, et je suis prêt à fournir des informations sur des moments dont j'ai été témoin dans ce conflit. Et tous les deux ont dit avoir regretté Ils l'ont dit, et je crois qu'ils sont sincères l'un et l'autre. Séparation. Ils sont sincères l'un et l'autre. Ils ont été victimes des jeux de politique politicienne qui arrivent souvent. Mais cette rupture entre les deux est un phénomène classique. Il y a un vieil écrivain sud-africain qui s'appelle Peter Abrahams, qui a écrit un livre vers les années 55, Une couronne pour Udomo. Il raconte l'histoire de deux étudiants d'Afrique de l'Est, nationalistes comme tous les étudiants, à l'Université de Londres, et qui rêvaient d'obtenir l'indépendance de leur pays. Comme nous le rêvions, nous, dans nos étudiants, ce sont des étudiants et des partis politiques, PAI, MLN, etc. Une fois qu'ils sont rentrés chez eux, qu'ils ont conquis l'indépendance, l'un a été nommé président, l'autre a été nommé président du Conseil, Premier ministre. Leur collaboration n'a pas survécu à 2 années de pouvoir. Des clans et des coteries se sont formés autour d'eux. La belle unanimité qui avait mobilisé tout le monde pour l'indépendance a été rompue. C'est ce qui s'est passé là aussi. C'est ce qui rappelle Dia Senghor. Tout à fait. Alors, Mbaye Jacques Diop, vous êtes ancien président du Conseil de la République, mais vous êtes là surtout en tant que membre du mouvement des jeunesses de l'Union progressiste sénégalaise, UPS. Il y a une question d'histoire. C'est vrai, chacun raconte cet événement à sa manière, suivant qu'il est d'un camp ou d'un autre. Y a-t-il eu, question centrale, tentative de coup d'État de la part de Mamadou Dia? Mamadou, je vous remercie. Je voudrais d'abord saluer les amis et frères qui sont autour de ce plateau avec moi, en commençant par Cheikh Amadou Kane, qui est mon aîné et qui a été mon gouverneur à Thiès en 60. Je voudrais le saluer d'abord. Saluer ensuite mon jeune frère, Massène Niang, dont le grand frère Massamba Niang est un de mes camarades de parti du MJBDS à nos jours, Massamba Niang de Saint-Louis. Saluer aussi mon jeune frère, le grand politologue Babacar Justin Ndiaye. Mamadou, la question que vous me posez ne peut trouver sa réponse que si l'on examine à fond les débats politiques qu'il a eu au sein de l'UPS. Ma chance, et qui fait que je suis là, c'est que j'ai été un jeune du parti, ce qu'on appelle un jeune du parti. En effet, c'est en 1954, à Louga, qu'on a créé le mouvement des jeunes du Bloc démocratique sénégalais, MJBDS, avec à sa tête Alkali Diouf, feu Alkali Diouf, paix à son âme. Après cela, nous avons créé, toujours avec Senghor et Mamadou Dia, l'Union des jeunes du Bloc populaire sénégalais à Thiès en 1957, avec à sa tête Amadou Ndeye Ndao. Et ensuite, en 1958, on a eu la fusion entre le BDS de Senghor, le BPS plutôt, et le PSAS de Lamine Gueye pour donner naissance à l'UPS. Pendant tout ce temps-là, Mamadou Dia et Senghor étaient inséparables, étaient de grands amis. Mais il ne faut jamais oublier que c'était Senghor le patron.
Le patron, c'était Senghor, ce n'était pas Mamadou Dia. Mamadou Dia acceptait d'être un senghoriste, comme nous. C'était le numéro 2 et il était fidèle et loyal. Et Senghor le lui rendait bien. Mais à la survenue de l'indépendance, quand même, on avait 2 têtes de l'exécutif. Un système bicéphale avec d'ailleurs un président de conseil qui avait même plus de pouvoir. Le président se contentant d'inaugurer les chrysanthèmes, comme on disait. Exact. Oui. Mais ça aussi, c'est pas ce qui est voulu par Senghor. Mamadou Dia, qui était fidèle à Senghor, ça, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'occulter. Mamadou Dia, quand est survenue l'indépendance, a dit à Senghor, maintenant, il faut que tu sois à la tête. Mais Senghor lui a dit non. C'est pour dire à quel point il y avait entre eux une amitié indescriptible. En même temps, une confiance réciproque. Mamadou Dia était président du Conseil et Senghor était président de la République. Mais Mamadou, il ne faut pas oublier que c'est le parti à l'époque qui donnait les pouvoirs. Hein. C'est le parti qui donnait les pouvoirs. C'était des réunions... C'était ça, les arguments d'ailleurs de Mamadou Dia, la primauté du parti. Exact, oui. Exact. Mais dans ce contexte que vous décrivez, 2 personnes qui se connaissent, qui étaient très liées, est-ce que la thèse de la tentative de coup d'État tenait alors la route? Pour répondre à la question. Mamadou, on est en 2012. Oui. Aujourd'hui, dans n'importe quel pays du monde, ce qui s'est passé en 62, c'est-à-dire un premier ministre ou un président du conseil, on l'appelle comme on voudra, qui donne ordre d'arrêter des députés, qui donne ordre d'encercler l'Assemblée nationale. Cela, comment on peut l'appeler aujourd'hui, en 2012 comment? Mais ça, c'est un coup de force, fait à la fois une entorse à la Constitution et en même temps aussi un coup de force. Coup d'État? Vous ne sortez pas le mot. Coup d'État, peut-être pas, le mot n'est pas approprié, certainement. Mais il y a eu là une entorse à la loi, une entorse à la Constitution, une entorse au fonctionnement des institutions. Très bien. On a empêché les institutions de fonctionner. Massène Niang, alors troisième à intervenir dans ce tour de table, vous êtes le coordonnateur du MSU, parti créé par Mamadou Dia. Coup de force, Mbaye-Jacques Diop, président Mbaye-Jacques Diop a dit. Vous dites quoi? Ni coup de force. Oui. Moi, en 62, je n'étais pas BDS. Moi, j'étais PAI. J'ai milité à gauche. Votre micro, c'est vrai, vous avez oublié votre micro. Moi, en 62, oui. je n'étais pas BDS. Mon père faisait partie des fondateurs du BDS. Des fondateurs du BDS. Et il vivait dans le système. Tous les éléments qui ont participé aux événements de 62 étaient ses amis politiques. Parce que pour moi, il n'y a pas d'amitié en politique. Il y a que des intérêts. Votre père, c'est juste. Mon père s'appelait Mamadou Niang. Il était djaïste ou... Il était djaïste en fin de compte. Il a rejoint Dia, mais il était senghoriste au début. Dia ne l'a pas amené au BDS. C'est Senghor qui l'a amené au BDS. Mais il était devenu djaïste. Il a fait ses analyses et moi je le suivais personnellement. Je suivais parce que chez moi, Waldio venait, il y avait Ousmane Alusila, il y avait mon père qui n'était pas un intellectuel et qui était un appariteur à l'Assemblée nationale. Depuis l'Assemblée territoriale, l'Assemblée constituante et l'Assemblée nationale. Et fondateur du BDS. S'il était intellectuel, il serait ministre dans le gouvernement de Senghor. Il a été un Saint-Lusien qui est contre le Miguel en 1949. Un Saint-Lusien qui fait partie des premiers Saint-Louisiens qui ont constitué le BDS à Saint-Louis. Donc je peux vous montrer que peut-être je suis un acteur un peu indépendant du jeu politique du BDS. Ça, c'est des gens qui étaient dans le système et qui connaissaient bien les rouages. Mais je dis qu'il n'y a eu pas de coup d'État et je vais vous dire pourquoi, j'ai des preuves. Allez-y, très rapidement. La première observation, c'est que j'ai assisté politiquement à une conversation. Massamba Niang, mon cousin, m'a téléphoné pour me dire que Guiabert voudrait rencontrer Mamadou Dia en 2002. On préparait les élections locales. J'étais... j'ai vu Mamadou Dia m'a dit, il n'y a pas de problème, Massène. Je le reçois chez Ouli Mataba.
à la zone B, il n'y a pas de problème, Guiaber n'a qu'à venir. Guiaber est venu. Oulimata, c'est la femme de Mamadou Dia. Oui. Guiaber est venu à Dakar. Il ne connaissait pas chez Oulimata Dia. Il est venu au siège du Parti Socialiste. On tenait une réunion pour préparer les investitures des locales. On est allés ensemble. Je l'ai présenté à Dia. Il y a Guiaber. Ouais, André, ils ont fait leur accolade. Je voulais partir. Mamadou Dia m'a dit rester. Guiaber a dit président, yo Gorga. C'est pourquoi moi je suis venu pour nouer nos relations. Parce que ce qui s'est passé était regrettable. Moudianimo Togal, je vais vous expliquer. Il a dit à Guiaber, moi j'étais à la présidence de la République française. J'ai rencontré un premier ministre français qui m'a dit, Mamadou Dia, Senghor prépare un régime présidentiel. Je suis sorti, je suis venu à l'ambassade, on s'est rencontré avec Senghor, j'ai dit, Senghor, pourquoi tout ce remue-ménage au niveau du Sénégal, on perturbe notre parti, on remet en cause des objectifs de développement que nous mettons en place, on risque de créer des problèmes. Mais vous devenez président de la République, moi je vais au parti ou ailleurs, vous êtes le chef, vous êtes le responsable. Et qu'est-ce que Senghor a répondu à Mamadou Dia? Personne, ou vous ou rien. Donc Senghor avait préparé un piège pour liquider Mamadou Dia et l'écarter du parti et le mettre quelque part au Niouf. Voilà le problème. À la place mon de la analyse tentative de coup d'État, vous soutenez la thèse du complot. Du de la complot. part de Senghor. Très bien. Babacar Justin Ndiaye, vous êtes journaliste, historien du présent, comme on dit, mais vous êtes politologue, observateur. Que pensez-vous de cette thèse de tentative de coup d'État de la part de Mamadou Dia ou de complot de la part de Senghor? Vous savez, la querelle sémantique est toujours difficile à boucler. Senghor était un grammairien. À un moment donné, il disait au Sénégal, il n'y a pas un parti unique, mais un parti unifié. Vous voyez ce type de nuance? Pour dire que Senghor a toujours surfé sur les nuances, parce qu'en matière de grammaire, vraiment, il était un virtuose. Mais entre nous, on peut toujours définir un coup d'État. Hein. Bon, peu importe la formulation. Mais le contenu, c'est quoi? Mbaye Jacques Diop l'a ébauché tout à l'heure. Dès qu'il y a un coup d'arrêt qui est donné au fonctionnement régulier des institutions, il y a un coup d'État. Ça, c'est la définition classique. Dès qu'un coup d'arrêt, donc un coup de frein, est donné au fonctionnement régulier des institutions, il y a coup d'État. Maintenant, qu'on l'appelle coup de force, golpe, putsch en allemand, etc. Est-ce qu'en 62, c'est ce qui s'est passé? Alors, ce 17 décembre 62. Oui. D'abord, je voudrais vous dire une évidence que l'histoire a bien mise en exergue. La politique est le cimetière des amitiés. Hassan II, Ben Barka étaient des amis. On a vu comment ça s'est terminé. Boumedienne, Ben Bella étaient des amis. On a vu comment ça s'est terminé. Senghor et Dia, ils l'ont dit tous les deux, étaient de grands amis. On a vu comment ça s'est terminé. Modibo Keïta et Jean-Marie Koné étaient de grands amis. On a vu comment ça s'est terminé. Certes, il n'y a pas eu d'arrestation ni d'emprisonnement, mais les rapports vers 67, 68, au moment du coup d'État contre Modibo Keïta, les rapports entre les deux hommes étaient exécrables. Je peux continuer jusqu'à Madagascar, où il y a eu des rapports heurtés entre Sirane et Jacques Rama-Menjara. Pour vous dire que en Côte d'Ivoire aussi, on a eu Jean-Baptiste Moké et Oufé Boigny. C'est dire que la politique est le cimetière des amitiés. Donc rien de nouveau sous le soleil. Bon, maintenant, si on va en profondeur, on fait un décryptage plus pointu, moi j'ai le sentiment qu'il faut sérier les matrices, c'est-à-dire les sources de tension et de divergence entre les deux hommes. D'abord au niveau institutionnel. On a parlé de bicéphalisme. Mais le bicéphalisme étant ce qu'il est, vous l'avez défini tout à l'heure, un exécutif à deux têtes, alors il y a forcément quelque chose de très difficile à piloter ou à copiloter. Même la cohabitation qui n'est pas le bicéphalisme est déjà difficile, y compris dans les pays développés, a fortiori dans le Sénégal de 1962 qui était un État naissant. Moi je crois que tout est à ramener vers cette expérience qui n'a pas été des plus faciles à conduire. Et aujourd'hui, les rares pays qui maintiennent cette expérience sont l'Inde, Israël, un peu île Maurice, etc. C'est donc dire que le bicéphalisme est déjà une articulation politique et surtout une combinaison politique difficile à faire fonctionner. Il s'y ajoute aussi que les péripéties, le cours des événements a démontré qu'il y avait quand même des dispositions constitutionnelles assez ambiguës. Lorsque le président Senghor a reçu les militaires au palais en pyjama, tard dans la soirée, il a déplié la Constitution
il a lu quelques paragraphes qui démontrent qu'il était le patron des armées, même si Mamadou Dia était le patron de l'exécutif. Oui, il était aussi ministre de la Défense. Voilà. En même temps qu'il était président. C'est pourquoi je parle de dispositions constitutionnelles ambiguës. Oui. Bon, l'un avait des prérogatives, l'autre aussi en avait, et maintenant, allez-y faire la balance des prérogatives. Très bien. Alors, Cheikh Hamidou Kane, jusqu'à ce matin encore, sur les ondes de la radio RFM, vous soutenez qu'il n'y a pas eu de tentative de coup d'État pour fermer ce premier chapitre de notre émission. Je pense que dans l'esprit de Mamadou Dia, il n'était pas question qu'il fasse un coup d'État pour prendre le pouvoir à Senghor. Il estimait que ce pouvoir que détenait Senghor, et qu'il avait, comme Jacques l'a rappelé tout à l'heure, contribué à imposer à Senghor. Senghor lui avait dit, non, c'est toi. Il avait dit, non, c'est toi qui es président de la République, tu restes président de la République. Il ne cherchait pas à faire un coup d'État. Il disait qu'il avait déjà tous les pouvoirs. Il n'a pas besoin de faire un coup d'État. Et si j'en ai l'opportunité, je rapporterai quelques anecdotes qui se sont produites dans le courant des derniers jours de ce conflit et dont j'ai été un témoin. Je dois dire que les 6 mois qui ont précédé décembre 62, nous étions un certain nombre de gens proches de Senghor et de Mamadou Dia, dont Roland Collin, qui a été son directeur de cabinet. Oui. Michel Auriac, conseiller personnel de Senghor, conseiller juridique de Senghor. 2 ou 3 Français qui étaient dans l'entourage de Mamadou Dia et de Senghor et qui venaient des équipes du père Lebré et de François Pérou. Les 6 mois qui ont précédé décembre, les coteries se sont articulées autour de Senghor et de Mamadou Dia pour casser l'entente entre les 2 hommes. Ouais. Beaucoup de gens voulaient que Senghor enlève Mamadou Dia de sa position pour remplacer Mamadou Dia. Ils ne voulaient pas qu'on change la constitution. Ils voulaient que Senghor enlève Mamadou Dia pour remplacer Mamadou Dia. Ils ont fait tout pour brouiller les 2 hommes. Les fameux courtisans. Les fameux courtisans. Pendant 6 mois, ce groupe de Français et moi-même, nous avons fait la navette entre Mamadou Dia et Senghor pour éviter les clashs et la rupture. Et un événement s'est produit en octobre 62, qui est que Roland Collin, qui était le plus proche et de Mamadou Dia et de Senghor, est tombé malade. Une primo-infection de tuberculose. Il a été évacué. Chaque fois qu'une crise éclatait, par exemple pour remanier le gouvernement, Senghor disant « je ne veux plus de Obey comme ministre de l'Information ». Mamadou Dia lui disait « mais Obey est un excellent ministre ». Senghor dit « je n'en veux pas ». Mamadou Dia défend son ministre, finalement, il cède. Senghor lui dit « je ne veux plus de Valdiodio Ndiaye au ministère de l'Intérieur ». Mamadou Dia défend Valdiodio, finit par céder. Il devient Valdiodio ministre de l'Économie et des Finances. C'est ça. Nous avons joué la navette entre les 2 hommes pendant toute cette période. Jusqu'au 13 décembre. Alors, il y a eu des remaniements ministériels, dont le dernier a eu lieu en novembre 1962. À cette occasion, Senghor a dit à Mamadou Dia que moi qui étais membre du gouvernement en tant que haut-commissaire général au plan, je devais devenir ministre du plan. Ça n'ajoutait rien à mes prérogatives, mais c'est dire l'amitié que Senghor me vouait et que Mamadou Dia me vouait aussi. Le 13 décembre, Mamadou Dia me téléphone au matin, me disant « Cheikh, je sors du bureau de Senghor, nous sommes d'accord pour t'envoyer toi à Bruxelles ce soir même, parce que nous devons envoyer un ministre parapher les nouvelles conventions d'association, Yaoundé, je ne sais pas quoi. Et nous avons décidé de t'envoyer parce que tu es un des rares ministres à ne pas être député. Et comme il est question de déposer une motion de censure, nous allons garder tous les ministres députés pour ce débat. Senghor te demande d'aller le voir. Je suis allé le voir à 17h. Il me dit, oui, il y a des députés qui sont en train de réunir des signatures sous le manteau pour déposer une motion de censure contre Mamadou Dia. Je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne suis pas d'accord avec eux. Il était sincère?
C'est mon point d'interrogation. Parce que je vous ai dit que 6 mois avant, nous avions tout le temps fait la navette entre les deux. Mais quand il me dit qu'il y a des députés qui sont en train de réunir des signatures sous le manteau et que lui, Senghor, n'est pas d'accord, je me suis dit, il lui suffit de les convoquer, ces députés, pour leur dire d'arrêter. Mais il n'en fait rien. Je commençais à douter de sa bonne foi dans cette affaire. Peut-être était-il effrayé, peut-être les gens l'avaient-ils convaincu que Mamadou Dia, il avait fini par croire à la menace que constituait Mamadou Dia, ce qui n'était pas vrai du tout. Et quand j'ai fini de lui parler, Mamadou Dia m'avait dit de passer le voir avant de prendre l'avion le soir. J'ai pris Babacar Ba, qui était son directeur de cabinet, ils sont allés voir Mamadou Dia. Fat Diop, son épouse, m'a dit que Mamadou Dia était avec Moustapha Cissé, en haut. Et on a attendu 5 minutes. Différent de Moustapha Cissé Lo, actuel. Moustapha Cissé de Louga. Moustapha Cissé de Louga. Oui, c'est l'homonyme de Moustapha Cissé Lo. Ah oui. Ah, oui. Le monde des petits. Même tempérament, d'ailleurs. Même tempérament volcanique. Quand Moustapha Cissé est descendu, Mamadou Dia me fait monter. Je ne lui ai pas dit ce que Senghor m'avait dit. Parce que je commence à avoir mes doutes. C'est la détermination de Senghor à défendre Mamadou Dia. Oui. Et alors Mamadou Dia me dit, Mamadou Dia me dit, je lui dis, Monsieur le Président, qu'est-ce qui va se passer si des députés réunissent suffisamment de signatures pour vous déposer? Il dit, je m'y opposerai. Je lui dis, comment allez-vous vous y opposer? Vous n'avez pas le droit. Il me dit, si le parti a jeté, nous allons tenir un conseil national au cours duquel on va demander aux députés de juger ce problème. Je lui dis, vous n'avez pas le droit d'utiliser la force. Il me dit, si un tel et un tel parmi ses partisans m'ont dit que j'avais le droit de le faire. Voilà la dernière conversation qu'on a eue. Un gros point d'interrogation de l'histoire. Nous avons un historien justement qui est en ligne, Ibrahima Thioub. Toutes nos excuses, vous avez patienté un peu longtemps au téléphone. Bonsoir, vous vous trouvez présentement à l'extérieur. Oui, je suis présentement à Nantes. Alors, Ibrahima Thioub, qu'est-ce qui s'est passé pour l'historien que vous êtes entre Mamadou Dia et Léopold Senghor, cette journée du 17 décembre 1962, qui a été un peu l'épilogue d'une crise qui couvait déjà depuis très longtemps? Oui, je crois que ce qui est intéressant à analyser, c'est justement le processus, c'est-à-dire la crise. Mais l'événement lui-même, le 17 décembre, comme vous dites, Mamadou, c'est l'épilogue. Et dans cette crise, je pense qu'on a beaucoup insisté sur les dimensions politiques, comme vient de le faire le doyen, Cheikh Hamidou Kane. On a également beaucoup épilogué sur les dimensions juridiques. Mais je pense qu'il faudrait regarder également du côté des divergences d'orientation entre les deux hommes. Et à ce niveau, je pense qu'il est important d'insister sur les rapports avec la France. Parce que le Sénégal venait de sortir de la colonisation et le capital colonial français était encore pesé très lourdement sur l'orientation économique du Sénégal, en particulier sur l'économie de traite. Je ne sais pas si le doyen Cheikh Hamidou Kane le confirmera, mais plus de la moitié de ceux qui ont déposé la motion de censure contre Dia, les initiateurs de la motion de censure, étaient liés au monde commerçant des traitants. Et c'est important à noter. Les lobbies financiers. Avec l'orientation de sa politique agricole, remettait en cause justement ce capital colonial qui était adossé sur les notabilités confrériques et rurales. Mamadou Dia avait le projet, disons, avec la coopération, avec le mouvement coopératif, de développer un type nouveau de paysans, beaucoup plus libéré en tout cas des forces qu'il avait maintenues dans une dépendance très ancienne